Bonsoir à toutes et à tous, chers confrères, merci de votre présence pour ce soir, pour ce 4e webinaire de la Société française de chirurgie orale. C'est une société dynamique. Je vous invite à aller sur cette société. On y a des veilles sanitaires permanentes, des quiz, des cas cliniques tous les mois. Et bien évidemment, des recommandations, des journées de congrès. Et la prochaine aura lieu à Aix-les-Bains dans les 9 et 10 et 11 juin. Je vais remercier tout d'abord les sponsors de notre société, Nobel Biocare, Simvi, IBS Europe, Safe Implant et Ogma, ainsi que Carestream et Gum. Ce soir, nous accueillons et nous aurons le plaisir d'écouter notre confrère, le professeur Benjamin Salmon, qui va nous traiter des kystes et tumeurs des mâchoires à travers l'imagerie. Je ne présente plus Benjamin Salmon, qui est chirurgien oral, chef de service de l'hôpital Bretonneau à Paris, et donc qui dépend de l'AP-HP, et qui est un spécialiste, c'est pour ça que notre président de la société a fait appel à lui, spécialiste de l'imagerie dentomaxillofaciale. Et donc le thème abordé est les kystes et tumeurs des mâchoires. C'est à toi Benjamin et merci pour cette conférence. À toi. Merci Cédric. Écoutez, déjà, je tiens vraiment à remercier la Société française de chirurgie orale de cette invitation. Et écoute Cédric, pour l'anecdote, et puisqu'on est en live, alors vous allez voir, je pense que le mot anecdote, je vais fréquemment le prononcer pendant cette séance. Mais Cédric, tu as modéré mon tout premier poster à la SFCO, alors tu ne t'en souviens peut-être pas. Mais pour moi, c'était un moment assez unique. Ça remonte à, je pense, il y a déjà 15-20 ans. Donc, c'est non sans plaisir que de faire cette séance avec toi sur, en plus, une thématique qu'on apprécie tous les deux, sur laquelle on échange. Donc, on a aussi eu le plaisir de collaborer en partageant, comme on dit, une paillasse de recherche dans les laboratoires. Mais aujourd'hui, c'est sur une thématique beaucoup plus clinique qu'on se retrouve. Donc, c'est vraiment un plaisir. Je tiens à remercier évidemment le professeur Torres de son invitation, mais également Anne-Laure Régel qui m'a poussé aussi sur cette thématique et donc à vous présenter cette iconographie. D'ailleurs, c'est une présentation qui est basée sur des illustrations qui n'auraient pas été possibles sans le travail collectif de notre équipe de chirurgie orale de l'hôpital Bretonneau à Paris. Donc, je remercie vivement pour toute cette situation qui vont nous permettre donc d'illustrer à travers l'imagerie toutes ces pathologies kystiques et tumorales, et vous allez voir qu'elles sont variées. Alors, bien sûr, tout cela va évidemment tourner autour d'une modalité qui est le Cone Beam CT, l'imagerie 3D. Alors, je voudrais d'emblée qu'on se mette tous d'accord sur la terminologie. S'il vous plaît, il s'agit bien du Cone Beam CT et pas du Cone Beam, s'il vous plaît. N'oubliez pas, c'est bien la tomographie volumique à faisceau conique. Il ne s'agit pas du haricot conique. Et pourtant, vous voyez que ça n'a pas empêché de titrer
certaines présentations, de retrouver, alors quand on fait une petite analyse rapide de la littérature, eh bien j'ai quand même pu retrouver dans des journaux pourtant bien indexés, hein, bien connus dans notre discipline, ces erreurs dans les titres. Donc s'il vous plaît, on parle bien de Cone Beam et non pas de Cone Beam. Alors, trêve de plaisanterie, et pour revenir un petit peu brièvement sur le Cone Beam par rapport à la scanographie, à la tomodensitométrie, je rappelle qu'il y a un intérêt résolutif en termes de qualité d'image, hein. Vous l'avez ici illustré par la restitution des micro-perforations du plancher sinusien ici, particulièrement bien rendu sur l'imagerie Cone Beam. Par contre, on se rappellera que c'est une modalité qui est beaucoup plus bruitée et avec un moins bon contraste, enfin plus précisément une résolution de contraste qui est inférieure, hein, et donc qui reste inadaptée pour les tissus mous ou les examens injectés. Alors, pour illustrer mes propos et cet aspect qualité d'image, eh bien voilà une première situation clinico-radiologique avec ici, vous voyez, un remaniement osséeux fibreux qui est hétérogène, qui déforme le maxillaire gauche. Le voici ici à un autre niveau de coupe, coupe axiale à un niveau supérieur, avec à gauche la tomodensitométrie et à droite le Cone Beam, et ici dans des reconstructions parasagittales où vous retrouvez une restitution de ces régions périapicales et latéro-radiculaires qui sont beaucoup mieux rendues sur le Cone Beam. Et donc là, il s'agissait d'une patiente qui nous était adressée dans le contexte d'une dysplasie fibreuse à localisation maxillaire qui était symptomatique, et donc pour laquelle le traitement proposé à visée antalgique était basé sur l'usage d'un biphosphonate. Et là, l'imagerie, la clinique a permis un petit peu de redresser le diagnostic et finalement de déterminer que les douleurs ressenties par la patiente étaient indépendantes, non spécifiques de sa dysplasie fibreuse, mais bien liées tout simplement, étaient d'origine dentaire. Alors, cette dysplasie fibreuse, vous la connaissez davantage sous cet aspect. Vous voyez cette perte de la trabéculation dans le compartiment spongieux avec ce maillage assez caractéristique en verre dépoli qui est en continuité avec l'os normal. Dont vous avez des formes monostotiques, c'est-à-dire uniques, ou polyostotiques dans le cas de syndrome. Alors, si j'en reviens aux avantages, à une comparaison entre les modalités Cone Beam et tomodensitométrie, je rappellerai aussi que le Cone Beam permet quand même une réduction des artefacts métalliques, hein, vous le voyez ici dans la restitution de ces plaques d'ostéosynthèse. Par contre, on peut avoir des artefacts cinétiques qui sont augmentés tout simplement parce que le temps d'acquisition peut être plus long et le patient moins stable qu'en décubitus dorsal sur un examen tomodensitométrique. Donc d'ailleurs, tous ces aspects d'artefacts métalliques, hein, puisque c'est vraiment une des limitations de la technique, hein, notamment en implantologie, dans le suivi des implants, bon, ça a fait l'objet de beaucoup de travaux et de recherches de mon équipe et moi-même. Intérêt donc du Cone Beam dans cet aspect. Alors, ce que je vous demanderais de retenir un petit peu comme message clé sur la modalité, c'est vraiment la notion du champ, ce champ que l'on choisira le plus adapté possible à l'indication, puisque un petit champ va vous permettre d'augmenter la résolution, mais aussi de considérablement réduire la dosimétrie. Donc, on aura tout intérêt à réduire le champ. Alors, si je vous parle de tout ça, c'est parce que lorsque cette modalité d'imagerie est apparue,
son intérêt dosimétrique a été aussi mis en avant et donc il peut être intéressant pour le suivi dans le temps et notamment les contrôles post-opératoires en substitution au scanner classique à rayon X. Alors voici un autre exemple ici d'une volumineuse ostéolyse agressive d'allure hétérogène. Vous voyez qu'on retrouve des septa osseux intralésionnels. Donc il s'agit ici d'un granulome central à cellules géantes et dont vous voyez le suivi en post-opératoire qui est ici, qui se fait ici donc par Cone-Beam CT, où vous retrouvez en l'occurrence un défect osseux apparent. Il est assez difficile de savoir si c'est de nature séquellaire, fibreux, est-ce que c'est une récidive. Donc finalement, c'est le facteur temps et le suivi dans le temps qui va donc nous permettre de déterminer s'il y a un caractère évolutif ou séquellaire, une récidive de cette lésion. Donc là, dans le doute, on s'est tourné sur l'IRM où vous avez un hypersignal T2 et un rehaussement après injection de produits de contraste. Et là, encore une fois, l'IRM ne permet pas non plus de trancher et ça va être le suivi dans le temps. Ici, avec, vous voyez, une IRM qui a été demandée 6 mois et qui est strictement comparable et superposable, non seulement en T2, mais aussi donc dans la section, en séquence T1 avec injection de gadolinium à 6 mois, on retrouve exactement le même rehaussement. Donc tout ça, ça va dans le sens d'une stabilité de cette lésion. Donc voilà encore illustrer l'intérêt du suivi dans le temps, d'avoir des examens qui puissent être comparables. Là, ici, à travers l'exemple du suivi post-opératoire de ce granulome à cellules géantes. Alors, à l'hôpital Bretonneau, on a une assez forte activité en odontologie pédiatrique et donc ça me permet à nouveau de vous resensibiliser sur les aspects dosimétriques, en particulier chez les enfants, puisque je vous rappelle que les enfants sont 2 à 3 fois plus radiosensibles que les adultes. Et sachez qu'avec une même machine, selon les protocoles, la dose peut varier d'un facteur 10, c'est considérable. Et donc, c'est important, au-delà de tout protocoler, de s'orienter vers des acquisitions qui soient un petit peu personnalisées. Alors, j'imagine que tous ici, vous êtes à jour de votre attestation de formation en radioprotection, à renouveler tous les 10 ans, comme vous le savez. Et donc, je vous rappelle que le deuxième pilier fondement de la radioprotection, c'est l'optimisation. Et que cette optimisation a été formalisée par cet acronyme ALARA qu'on a tous en tête, où finalement l'optimisation, ça va être obtenir l'image au prix de la dose la plus limitée. Alors on a proposé de faire un petit peu évoluer cet acronyme qui n'est pas forcément évident à mettre en pratique en clinique. Et donc certes on doit diminuer la dose, mais le but c'est d'obtenir des images qui soient intéressantes d'un point de vue diagnostique, qui doivent satisfaire ces objectifs diagnostiques. Et donc, en ajustant les protocoles en fonction de l'indication et en tenant compte du patient. Et donc, tout ce changement de paradigme a été relayé au niveau européen et international. Donc, on en est ravis. En tout cas, gardez en tête qu'on doit vraiment optimiser nos acquisitions chez les enfants. Alors, voilà un premier exemple. Donc d'une image ostéolytique pure, bien délimitée, homogène, et comme vous le voyez, qui s'attache à la jonction amylo-sémentaire de cette incisive centrale qui a été refoulée en position horizontale. C'est assez classique de la présentation d'un kyste péricoronaire dont la prise en charge est avant tout ortho-chirurgicale. Donc là encore, avec nos collègues
pédodontistes, on va travailler en équipe en repoussant les limites de l'anesthésie locale grâce aux homéopathes, aux approches comportementales dérivées de l'hypnose médicale. Donc, pour donner toutes les chances à ces dents de pouvoir les remettre sur l'arcade. Voilà un autre exemple assez proche dans sa description qui touche ici donc une prémolaire dont voici l'imagerie en coupe qui répond à la même description radiologique, une discrète soufflure, ici une vestibuloversion du germe avec une prise en charge qui a consisté en une énucléation de la formation kystique et là aussi un collage en vue d'une traction orthochirurgicale. Alors, troisième situation, toujours la même description radiologique avec cette fois-ci un germe qui est linguo-versé. Vous voyez la situation de l'apex qui vient littéralement fenestrer la corticale vestibulaire. Et là, je dois dire qu'on a essayé d'avoir une approche encore un petit peu innovante, toujours d'être dans la perspective d'être le plus conservateur possible. Et là, ce qui a été pensé et qu'on a conduit avec d'ailleurs nos deux internes du semestre précédent, Constante Lagadic et Margot Pinana, que vous voyez à droite de l'image, avec qui on a réalisé finalement une énucléation extraorale de ce kyste péricoronaire et puis on a réimplanté le germe en étant évidemment bien précautionneux au niveau du bourgeon apical et donc je vous présente déjà ici l'évolution favorable de la réimplantation de ce germe à 6 mois. Alors, à travers ces premières situations cliniques, ces premières images, eh bien, on n'y coupe pas. Il faut aborder cette classification un petit peu indigeste de l'OMS qui reprend donc les kystes et tumeurs ici bénignes des mâchoires. Alors, j'ai essayé de vous présenter les choses de manière assez didactique. Alors, on va déjà, dans cette classification, retrouver les kystes odontogènes inflammatoires, les kystes odontogènes de développement. On va retrouver les kystes non odontogènes. Et puis s'ajoutent les tumeurs bénignes des mâchoires, odontogènes épithéliales, épithélio-mésenchymateuses, mésenchymateuses. Et à cela s'ajoutent les tumeurs bénignes des mâchoires non odontogènes, donc osseuses et cartilagineuses, cellules géantes et fibroseuses. Alors, je vous rassure, on ne va pas toutes les revoir dans la soirée. Et puis, nous en avons déjà abordé 3, puisque nous avons déjà parlé des kystes odontogènes de développement type kyste péricoronaire dentigère folliculaire. Je vous ai montré un exemple de granulome central à cellules géantes et déjà une lésion fibro-osseuse à travers donc la dysplasie fibreuse. Alors, si on continue à travers ces pathologies, voilà une image qui a interpellé Ludovic Sicard, notre chef de clinique, bien délimité, festonné, vous voyez, localisé au niveau de la branche montante, avec un amincissement des corticales, pas de rupture. Et donc, Ludovic avait évidemment préparé son pot d'anatomopathologie et finalement, surprise, lors de la trépanation, Ludovic retrouve une cavité vide avec vaguement un exudat sérohématique. Et donc, c'est une entité bien connue et je dois avouer qu'elle est appréciable puisque c'est vraiment la plus simple à prendre en charge puisqu'il s'agit du kyste osseux solitaire. Alors c'est d'ailleurs une entité qui porte très mal son nom puisque c'est pas du tout un kyste à proprement parler étant donné qu'on ne retrouve pas de membrane épithéliale qui contient un liquide. C'est pourtant une entité
assez fréquentes, notamment chez les adolescents. Voici ici un autre exemple. Vous voyez avec l'apparition à 2 ans d'intervalle, de manière concomitante à un traitement orthodontique de cette lésion radioclaire homogène piriforme qui vient se projeter en interradiculaire, et on retrouve un discret amincissement aussi de la corticale vestibulaire, et la trépanation, pareil, qui est ici à vocation finalement diagnostique, va conduire à l'observation d'une cavité osseuse déshabitée. Alors bien sûr, dans les diagnostics différentiels, il faudra évoquer d'autres pathologies, comme vous voyez ici un kyste périodontal latéral qui là aussi est venu s'insinuer entre deux dents, avec un effet de masse de déplacement sur ces dents, et ici une soufflure un petit peu plus importante de la corticale. Alors évidemment, à préciser, si je reviens sur ma diapositive d'avant, à cela, à ces images doivent être corrélées la clinique et bien évidemment les tests cliniques, en particulier le test de sensibilité pulpaire, sachant que toutes les dents dans ce cas répondent au test de sensibilité pulpaire, et que c'est essentiel pour faire le diagnostic différentiel avec les lésions d'origine endodontique. Donc j'ai pu vous montrer l'exemple d'un kyste périodontal latéral qui avait donc été opéré par le docteur Anne-Laure Egel, et ici je vous en montre un exemple un petit peu plus limité dans son extension, et il illustre bien, encore une fois, le diagnostic différentiel avec ces lésions d'origine endodontique et ce critère de test de sensibilité pulpaire, de réponse de test au froid, est vraiment indispensable pour le diagnostic différentiel. Alors, une autre image radio-claire, toujours on retrouve cette caractéristique assez festonnée, homogène, en distale d'une dent de sagesse en désinclusion. Alors, bien sûr, notre second chef de clinique, Arek Sulubjian, alors je dois avouer qu'il est particulièrement photogénique. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de l'avoir mis en grand dans cette présentation, mais forcément, vous voyez, il était quand même beaucoup plus serein pour aborder cette lésion, donc ce kyste essentiel. Alors, voici une autre situation. On est encore chez le grand adolescent que je reçois avec d'ailleurs une maman particulièrement inquiète. Il faut dire que un praticien lui avait à la vue de cette image, alors encore une fois, qui répond à cette description. Alors ici on a une image radio-claire. Si on regarde bien, elle est peut-être très très discrètement hétérogène, mais enfin c'est quand même assez difficile à dire, sans déformation. On retrouve un caractère un petit peu festonné, mais quand même centré sur l'apex, encore une fois des dents qui sont vivantes, et une maman vraiment assez consternée et très très inquiète pour son fils, à qui donc on propose devant ce tableau clinique l'avulsion des 3 dents, une ostéotomie, une reconstruction osseuse préimplantaire, etc. Bon, je dois avouer que mon premier diagnostic, mes premières orientations diagnostiques allaient aussi vers donc ce kyste osseux, ce kyste essentiel. Et bon, lors de la trépanation, eh bien, ma surprise était que là, la cavité n'était pas vide,
Et la démarche, évidemment, a été donc de biopsier ce contenu pour un examen anatomopathologique qui finalement conclura à une dysplasie sémento-osseuse focale, donc une lésion fibro-osseuse sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir un petit peu plus tard dans la présentation. Toujours dans cette même région anatomique, également ici chez l'enfant, une autre image soufflante que vous voyez ici plus volontiers hétérogène. Encore une fois, c'est discret, c'est des microcalcifications irrégulières et dispersées. Néanmoins, ici, on a affaire à une lésion, à une pathologie de croissance beaucoup plus rapide et déformante. Et l'anatomopathologie conclura à un fibrome ossifiant dans sa forme juvénile. Alors, si je reviens à ma classification et plus particulièrement finalement à l'immense majorité des pathologies que l'on retrouve, qui sont finalement ces kystes inflammatoires radiculaires, latéro-radiculaires, qui représentent 90% de ces pathologies. Bon, on va retrouver dans leur traduction radiologique classique des lésions, encore une fois, radioclaires, homogènes, bien délimitées, à contenu liquidien, arrondi, qui vont ici refouler le canal mandibulaire. Donc ici, une double lésion qui a pu être... dont on a conduit l'énucléation. Alors une double lésion, il fallait les deux Benjamins, puisque ça a été Benjamin junior et Benjamin senior de l'équipe. Ici, un autre kyste inflammatoire radiculodentaire qui est beaucoup plus volumineux. Vous voyez son extension qui est expansif. Vous voyez l'importance des soufflures. Alors ensuite, on peut discuter de la prise en charge chirurgicale, énucléation, décompression, marsupialisation, etc. Toujours est-il que ces kystes vont avoir un effet soufflant lorsqu'ils sont, comme ici, à projection intrasinusienne. Vous allez retrouver ce liseré d'ostéocondensation périphérique qui est caractéristique, que l'on retrouve sur les reconstructions coronales et sagittales, qui forment cet aspect de coque osseuse qui va individualiser ces kystes inflammatoires de la cavité sinusienne et qui est tout à fait caractéristique. Il va falloir bien distinguer de cette autre formation arrondie radioclaire, là sans d'ailleurs rapport avec les dents et qui correspond ici à un kyste muqueux. Je fais une petite pause technique. Non, est-ce que tout va bien? Alors, navré pour cette interruption, j'ai eu une coupure. Je ne sais plus si je suis en ligne, donc je vais continuer. Tu es bien en ligne, Benjamin. Parfait, merci. Alors, il y a
à peu près 360 viewers qui te suivent. Bon, eh bien, c'est parfait. J'en suis ravi. Alors, j'ai vu apparaître un bar, donc ça m'a un petit peu surpris. Heureusement que tu es avec moi, Cédric, parce que je suis ravi d'apprendre qu'il y a une telle audience. Moi, je me sens un petit peu seul derrière mon écran, donc je me vois apparaître autour d'un bar. Ça donne un petit peu plus de convivialité. Alors, j'en reviens à ces diagnostics différentiels. Ici, vous voyez bien qu'on a affaire à une lésion très agressive, océolytique, qui est venue littéralement perforer les parois du sinus maxillaire. On est là tout à fait dans une autre gamme. Et il faut être vigilant évidemment sur ces images qui traduisent un processus ici tumoral malin, puisqu'il s'agit d'un kyste épidermoïde, donc à point de départ sinusien. Vous voyez ici d'ailleurs la photo intraorale avec ce qui ici une région qui correspond en fait à une voie de drainage, puisqu'il y a une confusion initiale avec un abcès palatin avant l'imagerie. Donc évidemment, il faut être vigilant sur ces critères radiologiques de malignité. Donc je vous remets la diapo d'avant, ici celle-ci, pour bien marquer les esprits. Alors, je suis toujours dans la gamme des kystes inflammatoires, radiculodentaires. Vous voyez qu'ici, vous avez encore une fois la même description radiologique non associée ici à une dent. Il faut avoir en tête que, bien évidemment, vous pouvez avoir la persistance de ces kystes après les avulsions dentaires, et donc ils vont prendre le nom de kystes résiduels. Donc ici énucléé. Dans la gamme des diagnostics différentiels, vous avez des présentations, des traductions radiologiques qui sont assez proches. Vous voyez ici cette lésion dans un cadre également inflammatoire, évolution d'une lésion, d'une pathologie endodontique, et puis de manière concomitante, centrée sur le foramen nasopalatin, une image dont la description radiologique est quasi similaire, mais qui correspond pourtant ici donc à un kyste nasopalatin, donc un kyste non odontogène nasopalatin. Alors, je continue dans la classification d'OMS 2017. J'espère la rendre un petit peu plus digeste à travers l'imagerie et aborder cette autre situation clinique où vous retrouvez cette lésion radioclaire. Alors, bien délimitée, mais avec un tel amincissement des osseuses, enfin des limites osseuses, donc on peut s'interroger sur la persistance de parois osseuses. Est-ce que ces parois sont perforées? Alors il faut bien comprendre qu'on est aussi à la limite de résolution du cone beam, et que par effet dit de volume partiel, vous pouvez avoir finalement une disparition de ces parois qui ne sont plus restituées. Bref, une première biopsie qui a conduit là en l'occurrence à un kyste inflammatoire, donc qui nous a conduit à un geste plutôt d'énucléation, et puis eh bien, mauvaise surprise sur l'anatomopathologie définitive qui conclut à un kératokyste, avec, vous voyez, le suivi de cette post-chirurgicale à 6 mois, où on a une absence de cicatrisation osseuse.
Et ce qui est un petit peu plus embêtant, c'est que cette lésion est finalement présente une extension au niveau de la fosse ptérygomaxillaire, qui a pu être bien identifiée par l'IRM et donc qui a dû être reprise. Et là, il ne s'agit donc pas d'un kyste inflammatoire, mais bien d'un kératokyste. Et en préparant cette séance, on s'en faisait la réflexion avec Cédric que c'était une entité que l'on retrouvait quand même fréquemment dans notre pratique. Et vous allez voir que ces kératokystes peuvent avoir diverses présentations, sont assez finalement polymorphes. Alors, on peut lire que, en général, elle se situe plutôt en arrière des canines. Eh bien, voici un premier exemple où anatomiquement, on se situe bien plutôt dans la région antérieure du maxillaire, avec ici cette image bien arrondie, encore une fois, une disparition des corticales, enfin, ou plus précisément un amincissement important des corticales. Voici un autre exemple, toujours à localisation maxillaire, qui a été d'ailleurs prise en charge par le docteur Anne Régel. On retrouve cliniquement un contenu qui est très kératinisé, qui est caséeux, blanchâtre, visqueux, assez caractéristique. Alors là encore, ce qui est important, c'est le diagnostic différentiel. À Bretonneau, je dois dire que on a un DU d'endodontie où j'ai des collègues qui, avec le temps, m'ont largement convaincu du potentiel de cicatrisation après reprise des traitements endodontiques, des lésions inflammatoires. Ceci dit, il faut quand même faire preuve de sens clinique et suivre ces lésions, comme ça a été le cas ici, avec sur la gauche de l'écran, vous avez les images initiales, encore une fois, avec cette lésion radio-claire, homogène, à peine soufflante, disparition, vraiment amincissement des corticales. Un test de sensibilité frustre, un patient qui nous dit avoir eu un traumatisme. Enfin, tout cela n'est pas finalement très très clair, mais on a la possibilité de le suivre étroitement. Donc, c'est un traitement endodontique qui est conduit. Néanmoins, plus d'un an après, vous voyez qu'on n'a absolument aucune réduction du volume lésionnel. Et encore une fois, ici, l'intervention, on se tournera bien évidemment vers une approche chirurgicale qui conclura à un kératokyste. Alors, encore un autre exemple de kératokyste, cette fois-ci à localisation mandibulaire postérieure, qui a pris en charge d'ailleurs Ludovic Sicard. Vous voyez qu'au niveau de la mandibule, ces lésions sont préférentiellement à extension antéro-postérieure. Elles sont assez peu soufflantes. Elles sont radio-claires, homogènes. Et il faut bien la distinguer de ces autres images, vous voyez, beaucoup plus agressives, aux limites beaucoup plus irrégulières, et je suis allé un petit peu vite, voilà la reconstruction sagittale, et ici les coupes axiales et vestibulolinguales, et qui correspondent à une localisation mandibulaire, donc d'un myélome multiple. Vous voyez bien que la traduction radiologique est totalement différente. Alors,
Je vous ai montré des kératokystes qui sont finalement uniloculaires. En voici des formes multiloculaires et festonnées, puisque je vous disais que le kératokyste finalement est assez polymorphe dans sa traduction radiologique. C'est une entité que l'on peut aussi assez fréquemment retrouver associée à des dents incluses. Donc attention aussi au diagnostic différentiel avec les kystes péricoronaires qui pourraient porter à confusion. Encore une fois, on ne le répétera jamais assez, l'histologie, l'examen anatomopathologique est indispensable. Jusqu'à présent, je vous ai montré des kératokystes sans résorption radiculaire associée. Eh bien, en voici un exemple ici qui s'interpose en interradiculaire. Vous voyez que sur les coupes vestibulolinguales, il prend même une forme multilobée. Bref, encore une fois, j'insiste sur ce polymorphisme de cette entité qu'est le kératokyste. Le cas suivant, où encore une fois, on retrouve ici cette image radio claire, bien délimitée, homogène, amincissement décortical, résorption des racines. Là, je dois avouer que je me souviens un petit peu plus prudent parce qu'on n'en a pas encore parlé jusqu'à présent, mais la plupart de ces kératokystes relèvent de découvertes fortuites, sont asymptomatiques. Et là, j'ai un patient qui décrit quand même des douleurs dans la région, ce qui me fait un petit peu, qui me conduit vers une imagerie complémentaire, en l'occurrence une IRM. Vous voyez que sur cette IRM, vous retrouvez un signal qui une lésion qui est en ISO T1, qui est en hypersignal en T2, et dont la paroi va être rehaussée après injection de gadolinium. Bref, tout ça est assez classique de la description donc d'un kératokyste. Donc voici les photos, les paires opératoires avec cette masse qui est énucléée, et la cicatrisation à quelques semaines, et la douche froide concernant le résultat anatomopathologique, donc qui conclut un améloblastome kystique. Alors, plus précisément, il s'agit d'un améloblastome unikystique. Je dois dire que c'est une entité assez embêtante, puisque alors elle est rare, récidivante, surtout dans sa forme murale, puisque elle va avoir un potentiel de récidive qui est proche de l'améloblastome conventionnel, et surtout la description radiologique, je vous la remets, va mimer vraiment la présentation d'un kératokyste, ou même, comme ici, la présentation d'un kyste inflammatoire radiculodentaire. Donc, il faudra être prudent et savoir toujours évoquer les diagnostics différentiels. Alors, si je reprends ce cas clinique avec le suivi post-opératoire régulier, alors vous voyez une cicatrisation osseuse dans la partie antérieure, mais par contre, la présence littéralement, on reconnaît quasiment cette bulle un petit peu classique de la description des améloblastomes. Avec cette radioclarté au début homogène, et finalement qui va changer de pattern, qui va augmenter en taille, mais qui va changer de pattern. Et regardez, vous retrouvez
cette forme multilobée assez caractéristique et qui malheureusement signe la récidive de cet améloblastome unikystique. Alors là-dessus, je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir s'appuyer sur l'IRM. C'est vrai que c'est une modalité que l'on a encore assez, vers laquelle on se tourne, à mon sens, encore insuffisamment, ce qui a été lié à des difficultés d'accès, mais auxquelles il faut penser. Ceci dit, l'IRM n'est pas non plus si spécifique de ces lésions, puisque en l'occurrence, sur le cas en présence, elle n'a pas été discriminative par rapport à un kératokys. Alors il y a d'autres séquences intéressantes, mais j'avoue que je n'ai pas vraiment le temps de l'aborder, mais on pourra éventuellement en discuter un petit peu plus tard lors des échanges. Alors j'avance parce que le temps passe et je suis bavard, donc surtout Cédric n'hésite pas à moduler. C'est un sujet évidemment intéressant, donc il faut que je reste néanmoins dans le timing. Alors une autre situation, on retrouve... on est à nouveau chez l'enfant avec, vous voyez, cette fistule cutanée qui est ici en rapport avec une molaire en désinclusion, et radiologiquement, on retrouve, et c'est caractéristique de cette pathologie, on retrouve associé à la face vestibulaire de la première molaire, cette radioclarté qui est surinfectée ici, et cette surinfection, elle se traduit par une réaction périostée ici que vous retrouvez sur la face vestibulaire, et donc qui correspond au kyste de la furcation. Donc il y a aussi une autre entité qui a été précisée dans la dernière classification de l'OMS, et voilà un article de référence si vous voulez en savoir un petit peu plus. Alors on a beaucoup parlé et présenté des images radioclaires. On peut évidemment en rencontrer, il faut savoir les décrire, des images mixtes, comme ici cette image radioclaire à contenu calcifié, qui est associée à une dent incluse. Alors vous remarquerez que contrairement au kyste péricoronaire, cette image ne vient pas s'attacher au niveau de la jonction amélo-sémentaire, et donc face à cette image, on va pouvoir évoquer différentes hypothèses diagnostiques qui vont correspondre à ces images mixtes, de tonalité mixte, comme le kyste odontogène calcifié, la tumeur odontogène adénomatoïde, la tumeur odontogène épithéliale calcifiée, ou le fibrome améloblastique. Et bien sûr, c'est l'anapathe qui va nous permettre de faire le diagnostic, et en l'occurrence, il s'agissait donc d'une tumeur odontogène adénomatoïde. Alors, je vous montre ici, puisqu'on était dans les diagnostics différentiels, l'exemple d'un fibrome améloblastique qui se traduit ici radiologiquement par ce contenu radio-opaque avec un halo radiotransparent, assez peu de déformation, l'association ou le refoulement de germes. Et en fait, précisément, c'était un odontome complexe qui était associé à un fibrome améloblastique. Donc, vous pouvez aussi avoir des associations de ces différentes pathologies. Donc, ça me permet d'introduire une entité qui est très fréquente
et qui correspond donc aux odontomes, comme le cas qui vous est présenté ici. Donc mis en évidence dans le contexte d'un retard d'éruption. Bien sûr, l'imagerie face à un retard d'éruption, c'est un des premiers réflexes à avoir pour comprendre quel est l'obstacle mécanique, en l'occurrence, qui peut être à l'origine donc de ce retard. Et ici, donc, vous retrouvez une image qui identifie parfaitement des tissus minéralisés. On retrouve une densité améllaire, une densité dentinaire, et donc qui est caractéristique d'un odontome, qui est finalement une forme d'amartome. Ici, donc, une accumulation de, on pourrait dire, microdents dysmorphiques, puisque c'est la forme composée de l'odontome, qui fait donc partie des tumeurs odontogènes épithéliales et mésenchymateuses, donc qui, je dirais, dans sa forme composée, on va pouvoir individualiser chacune de ces microdents dysmorphiques, alors que dans la forme complexe, telle que présentée ici, eh bien, vous allez avoir un agrégat de tissus minéralisés de tonalité donc dentino-améllaire, un petit peu donc avec des éléments qui sont indissociables les uns et les uns des autres. Alors, je continue à balayer à travers l'imagerie toutes ces entités, avec ici cette lésion ostéolytique, vous voyez, qui est aussi mixte, soufflante, mais vous allez retrouver ici une forme de maillage osseux intralésionnel, et en voici d'ailleurs la photo clinique, et il s'agit ici d'un myxome, un myxome odontogène. Donc voici un exemple de tumeur bénigne odontogène mésenchymateuse. Donc ce myxome dont je vous remonte la traduction radiologique. Alors, encore une fois, la notion de diagnostic différentiel est essentielle. Comme nous l'avons évoqué précédemment, les kystes inflammatoires radiculodentaires, donc qui dérivent des pathologies endodontiques, des lipoées, représentent 90% des kystes et tumeurs retrouvés au niveau des mâchoires. Maintenant, il faut être rigoureux sur ces lésions, ces images radioclaires périapicales, et savoir évoquer d'autres diagnostics, comme c'est le cas ici, avec là encore des dents qui répondent parfaitement au test de sensibilité. Donc voici les reconstructions tridimensionnelles. Alors en fait, en y prêtant attention, vous retrouvez finalement une discrète opacité de ces lésions qui ne sont pas parfaitement radioclaires. Et ces lésions, finalement, vont aussi évoluer dans le temps. On est dans la gamme, en fait, des lésions fibro-osseuses et donc des dysplasies sémento-osseuses. Et ces lésions, d'ailleurs, je tiens à remercier ici le docteur Julien Dussard, à qui je dois ce très joli suivi sur 5 ans, où vous pouvez donc suivre l'évolution de ces lésions qui vont se minéraliser progressivement dans le temps. Je vous remets le cliché les images de 2016 et donc les images de 2021, et donc qui correspondent à ces
dysplasie sémento-osseuse floride qui initialement vont simuler des lésions d'origine endodontique du fait donc de leur radioclarté pure et puis progressivement vont se minéraliser. Alors le diagnostic est assez simple quand on les connaît et que ces lésions sont présentes de manière multiple puisqu'elles correspondent donc aux dysplasies sémento-osseuses dans leur forme floride, comme vous le voyez ici, où les 4 cadrans vont être touchés. Donc là, le diagnostic est assez simple. Bon, sur les formes focales uniques, ça peut être un petit peu lent, enfin ça peut être un petit peu plus compliqué. Qui plus est, quand il y a eu également des traitements endodontiques qui ont pu être conduits d'ailleurs, je dirais, de manière iatrogène sur une erreur diagnostique et une confusion entre ces lésions initiales de dysplasie sémento-osseuse confondues avec des lésions endodontiques. Voici un autre exemple. D'ailleurs, tu me demandais, Cédric, tu vois que ici, eh bien, il y a une prise de signal en scintigraphie osseuse. Elles sont marquées. Il faudra vraiment être vigilant sur ces diagnostics différentiels avec les lésions endodontiques. On y a d'ailleurs consacré un article que vous pourrez retrouver gratuitement en ligne sur BMC Oral Health. Alors, il faudra aussi conduire le diagnostic différentiel avec les autres lésions fibro-osseuses, ce qui n'est pas forcément évident, notamment par rapport à la dysplasie fibreuse, mais aussi par rapport au fibrome ossifiant. Je vous en ai montré un exemple tout à l'heure, qui est plus évolutif, qui est généralement plus soufflant, sans perforation, et qui, comme vous le voyez, peut prendre évidemment évoluer vers des formes beaucoup plus extensives. Donc là, c'est un diagnostic différentiel aussi important à faire. Alors, au chapitre des lésions, enfin des images donc radiodenses, eh bien, tout simplement, il faut savoir évoquer devant ces plages de radiodenses, d'allure osseuse et qui correspondent alors soit à des énostoses, on est vraiment dans la gamme des ostéoscléroses idiopathiques qui sont d'ailleurs totalement asymptomatiques, mais qui peuvent conduire à des avis. Curieusement, dans mon expérience, j'ai plus fréquemment des demandes d'avis sur des lésions ostéocondensantes que des images radioclaires. Donc ça interpelle toujours peut-être un petit peu plus le praticien. Il faut aussi savoir les connaître, les reconnaître. Alors, ici, vous avez une forme beaucoup plus étendue de cette énostose. Alors, ici, qui a été, entre guillemets, malheureusement confirmée plus tard par anatomopathologie, parce que ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ces énostoses sont évidemment extrêmement mal vascularisées, c'est de l'os compact, et donc l'extraction de cette dent, on va dire conduite sans précaution, a conduit
un petit peu, enfin 1 an plus tard, hein, lorsque le patient se représente avec cette ostéite, hein, associée à un séquestre osseux et donc qui est consécutive à l'extraction donc dans ce contexte. Alors on a parlé des hénostoses, mais les nostoses c'est finalement un ostéome interne. Bien sûr, vous allez retrouver des ostéomes isolés, mais aussi sous une forme multiple. Hein. Et donc, pour marquer les esprits, je vous montre cette radiographie panoramique qui présente une multitude d'ostéomes ici sur tout le pourtour du rebord basal de la mandibule, et donc qui correspond à un syndrome de Gardner qu'il faut avoir en tête, puisque à ces ostéomes multiples est associée une polypose rectocolique qui dégénère systématiquement. Donc, et la manifestation maxillaire peut précéder donc cette polypose, donc elle est intéressante à connaître évidemment pour pouvoir orienter le patient en conséquence. Donc ici on est donc dans la gamme des tumeurs bénignes non odontogènes, osseuses et cartilagineuses. On a parlé des ostéomes. Je vous montre une autre traduction radiologique ici de cette image radio-opaque, cerné d'un halo radio-clair et qui a cette particularité de présenter un nidus radio-clair en son centre. Hein, ça, finalement, pour réaliser une image en cocarde quelque part, et c'est tout à fait caractéristique de l'ostéomostéoïde, qui est très rare au niveau des mâchoires et qui a la particularité d'être symptomatique. D'ailleurs, je remercie le docteur Sophie Testor-Vito qui avait sollicité mon avis sur ces images et donc qui m'a permis de l'intégrer dans notre collection et de vous la présenter ce soir. Alors, ensuite, on a parlé beaucoup de pathologies. Ici, je vous montre encore une image qui pourrait vous surprendre avec ces lacunes quasiment, comme on dit, à l'emporte-pièce. Alors, avec une localisation, vous voyez, classique sous le canal mandibulaire et le rebord basilaire de la mandibule. Donc, je pense que ça doit évoquer chez vous le diagnostic d'une variante de la normale. Par contre, ici, vous avez également une seconde lacune sur le bord postérieur de la branche montante. Mais c'est exactement la même manifestation. Là, en tout cas, je vous présente un cas qui présente à la fois donc une lacune de Staphne, on va voir à quoi cela correspond, une double lacune de Staphne qui correspond à un prolongement des glandes salivaires, donc c'est bien connu au niveau de la glande sous-mandibulaire, mais ça l'est moins au niveau de la glande parotidienne, et surtout d'avoir la coexistence des deux chez le même patient. Et donc vous voyez ici à l'IRM le prolongement de la glande sous-maxillaire hein, et ici parotidienne qui donc vont réaliser ces encoches et qui constituent des variantes de la normale à ne surtout pas confondre avec une pathologie. Vous l'aurez compris, j'aime bien illustrer mes propos avec des diagnostics différentiels. Bon, ici une alvéolyse que l'on pourrait qualifier un petit peu rapidement de parodontale.
ça me permet de réinsister évidemment sur la corrélation clinico-radiologique, hein, puisque évidemment, quand on regarde en bouche, c'est l'extension d'un carcinome épidermoïde. Donc, je vous remets l'imagerie. Vous voyez que on a l'apparence peut-être trompeuse et qu'il faut être vigilant et corrélé. Alors, encore pour marquer les esprits, là, un autre exemple de carcinome épidermoïde à infiltration osseuse, où cette fois-ci, vous avez vraiment des images beaucoup plus caractéristiques, d'une ostéolyse très agressive, avec très mal délimitée, très irrégulière. Alors, une fois que je vous ai montré ces images, maintenant, si je vous présente cette autre situation clinique, hein, avec une lésion radioclaire, bon, il y a un antécédent de retraitement endodontique sur l'incisive latérale, mais on peut être un petit peu interpellé par cet aspect spiculé de la limite osseuse, irrégulière, donc ce qui peut être un petit peu inquiétant. Et finalement, voici la chirurgie et on est encore finalement dans la gamme d'un kyste inflammatoire radiculo-dentaire. Encore une dernière image pour conclure avant de conclure sur ce webinaire. Là encore, je vous présente une image radioclaire, alors discrètement hétérogène, polylobée. Il y a un affinement, voire peut-être une perforation de la corticale vestibulaire. Bref, et là encore, l'anatomopathologie conclura à un kyste inflammatoire radiculodentaire bénin. Donc, vous voyez que finalement, vous avez une diversité incroyable des traductions radiologiques de ces entités qui sont assez peu spécifiques. Il faut savoir évidemment corréler avec la clinique, peut-être s'appuyer sur des modalités d'imagerie complémentaires. Il faut prendre le temps de décrire correctement ces lésions. C'est vraiment la radiosémiologie pour vous aider dans l'orientation diagnostique. Alors, j'ai mis l'histologie à le dernier mot. Oui, certes, hein, vous voyez, je vous ai montré des exemples et des contre-exemples. Il ne faut pas hésiter non plus à échanger avec l'anatomopathologiste, lui fournir aussi les imageries croisées avec la clinique, parce que il y a aussi des doubles lectures de l'âme hein, qui peuvent être demandées pour préciser des diagnostics. Et évidemment, je crois qu'on ne le répétera jamais assez, l'importance du test de sensibilité pulpaire pour faire le diagnostic différentiel entre les lésions d'origine endodontique et donc toute la gamme très riche hein, de ces kystes et tumeurs bénignes des maxillaires. Je vous remercie de votre attention. Je vous ai aussi mis mon adresse email benjamin.salmon@aphp.fr. J'essaye d'être réactif et bien évidemment je crois que tous ceux qui travaillent avec moi le savent, hein, j'adore les belles images, donc je suis toujours ravi de donner un avis. Donc si dans votre pratique vous êtes confronté à une image un petit peu déroutante, en tout cas ça sera avec plaisir et dans la mesure de mes compétences que je vous donnerai un avis.
Cédric. Et puis, écoute, je crois que je te laisse la parole. J'espère que j'ai à peu près respecté le timing. Oui, oui, oui. Merci beaucoup, Benjamin. Un très grand merci pour cette magnifique présentation avec une très, très riche iconographie. Et je tiens à souligner quand même la prouesse de ce soir, car tu as pu balayer une grande, très, très grande partie de la pathologie des maxillaires, hein, bénigne et maligne, en une quarantaine de minutes. Ça a suscité un bon nombre de questions et on va commencer par la série de questions que j'ai reçues. Tout d'abord, la première question qui est apparue et qui semble importante, en tout cas d'actualité, c'est la place du Conbin versus le scanner. A priori, tu nous as dit et dans ta pratique, effectivement, tu nous as montré essentiellement que des imageries de Conbin, CT. Est-ce qu'il y aurait une indication pour toi du scanner? Je dirais que à partir du moment, un des critères déjà, c'est l'utilisation des produits de contraste. Est-ce que l'on souhaite, est-ce qu'on a besoin d'une imagerie de contraste? Si on s'oriente vers un examen dit injecté, là c'est sûr qu'il faut s'orienter vers la tomodensitométrie. Maintenant, pour une analyse stricte des tissus minéralisés, donc de l'os et des dents, le Conbin est tout à fait pertinent. Donc je pense aussi que progressivement, on switch vers le Conbin pour l'exploration de ces pathologies kystiques et tumorales bénignes, hein, bien évidemment, à partir du moment où, même à l'étape de l'imagerie 2D, on a des critères radiologiques qui nous orientent vers la malignité. Là, le Conbin n'est certainement pas une modalité adaptée là-dessus, il faut être très clair. Bon, ensuite, il y a l'aspect qualitatif, la taille de champ, hein, en fonction des possibilités des machines. Évidemment, l'interprétation, puisque je vous rappelle que la rédaction du compte-rendu est obligatoire. Donc, il y a une autre raison à bien limiter la taille du champ à l'indication. J'ai parlé de l'amélioration de la qualité, j'ai parlé de la réduction de la dose, hein, mais il y a aussi finalement le temps dévolu à l'interprétation. Bon, donc effectivement, il faut savoir s'orienter vers une modalité plus adaptée. Et donc, à partir du moment où on veut une meilleure sélectivité tissulaire, où on a besoin d'imagerie de contraste, autrement dit, d'utiliser des examens, de recourir à des examens injectés, ou qu'on a besoin de la composante tissu mou, parce que ces pathologies peuvent aussi s'étendre vers les tissus mous. Là, c'est évident que le Conbin, qui est incapable de discriminer une composante liquidienne d'une composante, je dirais, tissulaire de manière suffisante, donc sera inadapté. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près complet à défaut d'être concis. Complet dans ta réponse. Autre question qui en découle, indication de l'IRM. Tu nous as montré là, par exemple, que tu l'utilisais dans certaines indications.
Et dans l'une, tu nous as montré un cas, en fin de compte, d'un kératokiste qui s'est révélé être un améloblastome unikystique. Et l'IRM, elle t'a apporté quoi là, dans ce cas-là? Eh bien, là, en l'occurrence, elle ne m'a rien apporté parce qu'il manquait une séquence. Qui est une séquence de diffusion qui, en l'occurrence, n'avait pas été faite alors que normalement, elle est plutôt protocolée. Et donc, la diffusion peut avoir un intérêt pour discriminer le kératokyste de l'améloblastome, enfin en tout cas dans sa forme unikystique, puisque l'améloblastome conventionnel, je ne vous en ai pas montré, mais on a un petit peu tous en mémoire cette image caractéristique en bulle de savon extensive, etc. Et c'est à mon sens, et dans notre pratique, c'est vraiment sur l'entité sur laquelle il faut être méfiant, c'est l'unikystique, parce que là, le problème, c'est que on l'opère de manière avec une approche qui se veut conservatrice, et donc généralement par énucléation ou énucléation appuyée. Enfin bon, ensuite on pourrait débattre de l'approche chirurgicale des kératokystes, mais en tout cas, on va plutôt être conservateur tout de même actuellement. Malgré le taux de récidive, etc. Bon, c'est pas du tout la même chose sur l'améloblastome unikystique, surtout dans sa forme murale, puisque là, il a un taux de récidive qui est similaire au folliculaire. Donc, bref, en termes de spécificité, les séquences conventionnelles T1, T2, T1 GADO, enfin avec injection donc de produits de contraste. On a des présentations donc d'IRM qui sont similaires, c'est-à-dire que concrètement, ça vous met en évidence une entité avec un contenu liquidien. Et si vous n'avez pas de composante tissulaire, l'IRM ne va pas être discriminante. Donc, il faut faire des séquences complémentaires. D'accord. Donc, pour résumer, en fin de compte, ça te permet de faire un distinguo sur une image radio claire essentiellement entre une lésion qui sera plutôt de nature kystique d'une tumeur plutôt solide. Exactement, voilà. Ok. On peut pas mieux dire, puisque ça, c'est une information qu'on a beaucoup plus difficilement en cone-beam quand on a besoin de pouvoir discriminer une composante tissulaire d'une composante liquidienne, il faut se tourner vers l'IRM. Mais encore une fois, là, le lien, l'articulation, la collaboration avec le radiologue est essentielle. Hein, c'est là où il faut échanger et c'est vraiment le radiologue qui va pouvoir finalement nous guider vers les séquences les plus adaptées en fonction de la discrimination tissulaire que l'on souhaite. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller justement sur l'imagerie IRM? On connaît pas mal de livres sur l'imagerie CBCT et puis classique 2D sur la pathologie maxillofaciale. Est-ce que tu as un ouvrage à conseiller sur l'imagerie IRM? En français, il y a l'ouvrage du docteur Nadine Martin-Duverneuil, hein, qui est neuroradiologue, voilà, qui est effectivement un bon ouvrage de référence, d'ailleurs, et qui reprend de manière assez synthétique les différents critères d'imagerie, hein, imagerie de coupe et aussi IRM. Donc c'est très complet. Bon, ensuite, vous avez
des ouvrages qui sont un peu plus axés sur les indications, on va dire, dentomaxillaires. Je conseillerais plutôt cet ouvrage-là si on veut bien se documenter sur ces pathologies kystiques et tumorales bénignes. Alors, tu l'as souligné de l'importance de réaliser quasiment de façon systématique une analyse histopathologique et également de faire un examen dentaire et un test de sensibilité pulpaire à vérifier pour orienter notre diagnostic, ainsi que l'importance du suivi clinique et radiologique au cours du temps pour apporter donc un diagnostic de certitude. Néanmoins, est-ce qu'il existe à tes yeux des situations, des images radiologiques, tu en as montré, notamment une belle dysplasie sémento-osseuse floride, qui pourraient être pathognomoniques comme la lacune de Staphné aussi? Est-ce que dans ces cas-là, est-ce qu'il y en a d'autres? Déjà, la question, est-ce qu'il y a d'autres images qui pourraient avoir le qualificatif de pathognomonique et qui t'imposent de ne pas réaliser une biopsie ou tout au moins un examen histologique? Alors, sur les lésions, typiquement les lésions fibro-osseuses, alors tu as parlé très justement de la dysplasie sémento-osseuse et dans sa forme floride. Là, c'est sûr que... Alors, pour être encore plus précis, là-dessus, non seulement on ne pratique pas de biopsie. Alors, je le répète, c'est un os ostéosclérotique. Donc, pratiquer une biopsie, vous vous exposez en plus inutilement à avoir des complications parce que là, c'est extrêmement peu vascularisé. Donc, on s'expose à des complications inutiles. Et là, le diagnostic est déjà évident au stade 2D, mais du fait de la multiplicité, du caractère multiple en fait de ces lésions. Encore une fois, il faut revenir toujours à la description fine de ces lésions, le contenu, le contenant, l'impact sur l'environnement. Est-ce qu'elles sont uniques ou multiples? Et donc, c'est ce faisceau d'indices qui va évidemment vous orienter vers les diagnostics. Ensuite, donc, sur toutes ces gammes de lésions fibro-osseuses, je dois dire qu'en première intention, je ne les biopsie pas forcément, mais à condition de pouvoir les suivre régulièrement dans le temps. Vraiment, ce critère de follow-up est essentiel. Et si on a donc une stabilité qu'on n'a pas d'évolution vers une soufflure ou une extension, par exemple, c'est des lésions en fait, des lésions qu'il faut simplement surveiller, qui sont redevables en fait d'un contrôle radiographique régulier. Alors ensuite, parce que dans ta question, il y avait aussi, est-ce qu'il y a d'autres images pathognomoniques? Écoute, moi j'avoue que plus ça va, et plus je suis devenu prudent. Parce que finalement, dans mon expérience, et je l'avais appris comme nous tous pendant nos études, on nous avait bien expliqué qu'il y avait peu de spécificité de l'imagerie et c'est vraiment le cas. Donc, je réfléchis comme ça, mais non, je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'autres images parfaitement pathognomoniques. Ok. Pathognomoniques.
Autre question, tu nous as montré plusieurs images avec un impact de lésions donc des mâchoires sur la structure dentaire et notamment des rhizalises. Lorsque l'on voit une image de rhizalise, c'est le témoin de quoi pour toi? D'une chronicité, d'une agressivité, Alors, et c'est surtout c'est surtout le témoin d'un processus lent. Donc, une résorption n'est pas un processus, n'est pas un critère de malignité. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'agressivité locale, puisque sur un améloblastome, vous pouvez très bien avoir une résorption radiculaire. Enfin, comme d'ailleurs le cas que l'on a montré. Mais en tout cas, ce n'est pas un critère de malignité, tout simplement parce que les lésions malignes vont avoir une telle cinétique d'évolution qu'on va plus avoir un déplacement dentaire, voire une mobilité dentaire qu'une résorption, tout simplement parce que le processus ostéoclastique n'a pas le temps de se mettre en place, étant donné l'évolution rapide des lésions cancéreuses. très bien. Eh ben, écoute, Benjamin, je pense qu'on va terminer ce webinaire et te remercier sur ta excellente présentation. Ce que j'ai également particulièrement aimé sur cette présentation, c'est que ton orientation diagnostique, tu l'as insisté tout au long des cas cliniques que tu nous as présentés. L'hypothèse repose toujours sur une corrélation précise entre les données cliniques, que ce soit lors de l'interrogatoire ou de l'examen clinique, et notamment de la nécessité de faire un contrôle dentaire de la vitalité pulpaire, et bien évidemment de toute la sémiologie radiologique que tu as bien décrite, unique, multiple, et des limites. De l'importance de l'histopathologie et du suivi clinique radiologique. Et petite précision, comme tu l'as bien mis quand même à chaque fois, de l'analyse première, de l'examen panoramique, hein, qui est quand même l'examen 2D, mais de dépistage qui nous donne une vision globale des mâchoires, que tu complètes très rapidement par l'imagerie 3D, notamment du CT. Et je pense que c'est une bonne approche, en tout cas c'est l'approche actuelle, préconisée qu'il faut avoir pour le bon diagnostic. Et puis un bon diagnostic permet bien évidemment de proposer la bonne thérapeutique de ces pathologies des kystes et tumeurs des maxillaires. Voilà, en tout cas, un très très grand merci à toi, Benjamin. Moi, j'ai particulièrement, à titre personnel, donc apprécié ta présentation et surtout sa grande richesse. Avant de nous quitter, je voudrais rappeler que notre société, la Société française de chirurgie orale, a un congrès au prochain congrès, les 9, 10 et 11 juin, dans une station thermale qui est à Aix-les-Bains et dont le sujet sera le tissu osseux en chirurgie orale. Donc, on en a parlé sur le côté pathologique, mais je pense que lors de ce congrès, il y aura tout ce qui sera traité sur les régénérations osseuses et je vous invite à venir nous rejoindre. Notre société est une société active et dynamique et elle également présentera une séance à l'ADF sur les avancées numériques en chirurgie orthodontique le mercredi 23 novembre à 14h et 15h30 et seront présentées toutes les innovations actuelles au niveau chirurgical et notamment les guides CFAO, les corticotomies et tout ce qui est transplantation. On me demande également de vous inviter, enfin de prendre note, hein, que le prochain webinaire de la société aura pour thème quelles règles juridiques et déontologiques pour la communication avec un avocat spécialiste du sujet, maître Luc-Marie Augagneur.
et on aura cette information dans quelques semaines. Enfin, bien évidemment, notre société ne peut vivre que par ses adhésions et je vous invite à venir nous rejoindre et à adhérer à notre société. Et vous pouvez tout simplement donc visiter notre site et adhérer sur notre page web, donc sociétéchirurgieorale.com. Enfin, ces webinars ne pas ont lieu et sont présents uniquement parce que nous avons le soutien de sponsors et on tient vraiment à les remercier. Et donc, nous remercions Nobel Biocare, Simvi. Simvi, c'est le nouveau nom de la société Zimmer Dental et de Biomet. Hein. Donc, Simvi, IBS Europe, Safe Implants Ogma et bien évidemment Carestream, qui indirectement pouvait être mis en lumière puisque nous avons parlé de Conbin et d'imagerie, et au niveau de l'hygiène buccale, la société Gum. Voilà. Et juste pour terminer, il faut aussi remercier à la technique ce soir Jérôme et son site Eugénol pour toute cette fluidité et cette organisation en amont. Donc, nous remercions la société, le site Eugénol et Jérôme. Voilà. Et bien évidemment, on va conclure en vous remerciant. Vous avez été extrêmement nombreux, plus de 360 à nous suivre ce soir. Et nous vous remercions et nous vous disons à un prochain webinar. Voilà. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée à tous.